Salut à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Grégory Cardinal. J'ai eu l'occasion d'aller me balader dernièrement à Malte et c'est là qu'on a pu enfin se rencontrer en physique. Ça fait un petit bout de temps qu'on travaille ensemble depuis le début de l'année, mais là, enfin, j'ai pu voir ton chez toi à Malte et j'avais envie de faire cette interview pour qu'on revienne un petit peu sur ton parcours. Où est-ce que tu en es? Comment tu en es arrivé surtout à la publicité sur Facebook et que tu nous donnes vraiment les grands conseils sur la publicité sur Facebook. Alors, première question, question pas très innovante, mais peux-tu te présenter justement et nous dire vraiment à qui tu t'adresses? Et moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir un peu comment tu en es venu à la publicité sur Facebook. Mine de rien, ça fait Ouais, longtemps que tu es maintenant dans les experts, dans les meilleurs experts francophones sur la publicité sur Facebook. Comment tu en es arrivé là au tout début? d'accord. Bon, bah déjà, salut Ben, salut à tous. Et merci de m'avoir proposé cette interview, hein, c'est la première des choses. Bah, moi, je m'appelle donc Grégory Cardinal. Je suis un ex-développeur. À la base, j'étais développeur, donc programmeur, comme on disait à mon époque. Et du coup, je suis venu à la publicité Facebook grâce à Google au départ, parce que j'avais un compte Google AdWords qui tournait relativement bien. Et je l'ai perdu du jour au lendemain, en fait, sans vraiment de raison particulière. D'ailleurs, j'avais eu Google au téléphone à l'époque et tout ça. Et en fait, ça a pas, il m'avait fait comprendre que même si je recréais un compte, parce que je sais pas si tu te souviens, mais à l'époque, c'était vraiment, maintenant ça a changé, mais à l'époque, c'était vraiment ton nom, ton identité qui était bannie. D'après ce que j'ai vu, ce que j'ai cru comprendre récemment, on peut créer des nouveaux comptes. D'ailleurs, je me suis empressé d'en faire un il y a quelques jours. Mais à l'époque, c'était le compte, c'était vraiment ton identité qui était bannie. Donc, du coup, je pouvais plus faire de pub AdWords, en fait. Ok, donc tu t'es mis finalement à la publicité Facebook. On va dire que Alors, c'était en fait, ouais, l'inconvénient qu'a créé le fait que tu étais banni c'est de Google, ça. entre guillemets, tu t'es lancé sur Facebook. Je me suis mis un peu à la publicité Facebook presque par dépit, dans le sens où je me suis dit, bon, bah voilà, je veux du trafic payant. Il y a aussi un truc qu'il faut que je t'explique et que j'explique, c'est que j'avais aussi, je comptais beaucoup sur le référencement naturel aussi à l'époque. Et pareil, j'ai perdu mon référencement du jour au lendemain. Alors, je sais ce que vous allez vous dire, hein, que j'ai fait du black hat, ce genre de truc et tout ça, mais honnêtement, non, hein. Franchement, si j'en faisais, j'aurais dit. Mais là, vraiment, c'était clean. Et j'ai perdu le référencement. Bah, toujours pareil, pas d'explication. Donc, j'avais plus de référencement naturel, j'avais plus AdWords. Donc, c'est vrai que je suis venu un peu par dépit, par défaut, à la publicité Facebook. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, je remercie un peu Google par rapport à ça. Mais à l'époque, donc c'était un peu chaud, quoi. Donc voilà un petit peu les débuts chaotiques de la publicité Facebook. J'avais pas prévu ce genre de questions, mais je trouve intéressant que tu puisses expliquer parce que Google et Facebook, c'est quand même pas du tout le même mode de Euh, fonctionnement, aussi bien publicitaire que dans la phase dans laquelle est l'internaute. Autant sur Google, l'internaute est beaucoup plus dans une phase active, Facebook beaucoup plus passive. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu les grandes différences, ce que tu as été obligé finalement d'adapter dans ton business en passant de Google à de la publicité sur Facebook pour les personnes justement qui sont en transition ou qui font plus ou moins les deux? ouais. Bah, en fait, c'est vrai que comme tu le dis si bien, c'est pas du tout les mêmes états d'esprit. Les gens sont pas du tout dans le même état d'esprit. Ils sont en train de surfer. En fait, c'est sur Facebook, c'est de l'interruption marketing, ce qu'on appelle, c'est-à-dire que tu es en train de faire un truc et qui n'a rien à voir, et on t'interrompt. Voilà, c'est comme la publicité à la télé, par exemple. Tu es en train de regarder une série et il y a une pub. Bon, bah, on t'interrompt. Sur Facebook, c'est un peu le même principe. Tu es en train de scroller, de regarder tes amis ou des vidéos de chats ou tout ça. Et hop, il y a une publicité qui apparaît. Alors que sur Google et sur YouTube aussi, hein, parce que c'est aussi un moteur de recherche, on tape un mot-clé, on arrive sur une page et du coup, on n'est pas du tout dans le même intent, quoi, dans le même état d'esprit où vraiment on est demandeur, on cherche une information. Donc effectivement, par rapport à Facebook, ce qu'il a fallu faire, c'est prendre beaucoup de recul. Prendre beaucoup de recul, se mettre à la place des personnes qui naviguent dessus, qui sortent dessus et qui se baladent dessus et se dire, OK, comment je vais les attraper sans trop les agresser et en faisant en sorte de quand même les intéresser, quoi, parce que c'est sûr qu'il faut les intéresser. Mais du coup, on doit prendre du recul, on doit se poser ces questions, on doit se mettre dans les baskets de notre visiteur, hein, comme on dit, et on doit se dire, OK, comment je vais faire pour capter leur attention sans être trop agressif
mais sachant qu'ils sont pas du tout là pour ça, quoi. Donc moi, j'ai peut-être une offre dans la minceur, j'ai peut-être une offre dans le web marketing, j'ai peut-être une offre, je sais pas, pour l'arrêt du tabac. Et là, l'internaute, il a peut-être ce problème, c'est peut-être ma cible, mais soit il ne le sait pas encore, soit il est vraiment très haut dans l'entonnoir. Donc, je parle souvent des entonnoirs de vente. Et donc, dans le cas de Facebook, on est vraiment très haut dans l'entonnoir, hein, où la personne, elle n'est pas qualifiée du tout, mais elle est là, elle est en train de se balader. Et nous, on doit capter son attention, alors par une vidéo, par une image, peu importe, mais on doit capter son attention. Donc, c'était vraiment le truc de prendre du recul et de se mettre, je pense, à la place de l'internaute, de notre utilisateur, audience cible, pour se dire comment elle va réagir si elle voit ça, quoi. C'est vrai que je trouve intéressant le fait que quand je travaille là-dessus aussi avec mes clients, je leur demande est-ce que toi, finalement, tu cliquerais sur ta propre publicité? Est-ce que tu n'aurais pas l'impression, finalement, que cette pub-là, elle vient d'interrompre, comme tu l'as dit, finalement, ce que j'étais Ouais. en train de faire? Est-ce qu'elle aurait attiré ton attention? Et je pense que c'est l'une des premières erreurs, finalement, le fait que beaucoup d'internautes ne pensent pas, quand ils se lancent sur la publicité sur Facebook, qu'on est haut dans l'entonnoir, comme tu le disais. Est-ce que tu Ouais. vois d'autres erreurs, justement, fréquentes, vu que tu travailles aussi avec ton agence, avec beaucoup de clients, des erreurs fréquentes que tu vois que font les personnes quand ils se lancent en tant que débutants? Tu as aussi une activité de formation. Je pense qu'il y a beaucoup de patterns, enfin beaucoup de fois où les mêmes erreurs reviennent. C'est quoi les trois, quatre principales qui se dégagent de ton côté? Alors, c'est vrai que bon, on va dire, bon, il y a déjà ça, il y a se mettre, donc celle qu'on a déjà évoquée, je dirais, c'est la principale, c'est la première. Donc, voilà. Après, la deuxième, c'est le tracking. Je trouve qu'il y a beaucoup de problèmes au niveau du tracking, du suivi, pardon. C'est vrai que j'utilise Ouais. beaucoup d'anglicisme. Il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de, comment dire, de mécompréhension, ou alors ils n'utilisent pas le tracking, ils s'y intéressent pas, c'est pas important. C'est vraiment important, c'est vraiment capital de se mettre là-dessus et de bien faire en sorte que le tracking de tout le tunnel fonctionne bien. Voilà. Je dirais donc ça en deuxième peut-être. Peut-être qu'en troisième, je dirais le manque de tests. C'est-à-dire les gens, typiquement, alors attention, hein, on a tous été coupables de ça, hein, c'est normal, on est tous passés par là, mais c'est de faire une pub, un tunnel ou une landing page, enfin une page d'atterrissage, un seul test, une seule offre avec un seul prix, une seule image, voilà. Juste un test comme ça, le faire sur très peu de temps et se dire, ben voilà, ça marche pas. Donc ça, je pense que c'est peut-être la troisième erreur, si je compte bien. Et aussi, ça m'a fait penser à la quatrième, c'est un peu lié, c'est le fait de ne pas attendre assez longtemps. C'est-à-dire de se dire au bout de jours, bon ben voilà, j'ai eu 20 clics, j'ai pas de conversion, ou au bout de très peu de temps où il n'y a pas de données assez significatives, de se dire ok, j'arrête la pub parce que ça marche pas. C'est vrai que là, surtout ces derniers temps, je suis de plus en plus dans tout ce qui est tracking, suivi et optimisation, et je commence à utiliser des outils pour calculer mathématiquement ce qu'on appelle la significance, tu sais, la confidence, là, je sais pas comment ils appellent ça. Et c'est le fait de dire, OK, là, je suis sûr que mon test est valide. C'est-à-dire l'arrêter avant, on s'en rend pas compte, les gens s'en rendent pas compte. Mais si par exemple, on lance une pub où on met n'importe quel budget, 5 euros, 10 euros par jour ou plus, et qu'on la laisse pas tourner assez longtemps pour avoir une confiance statistique sur les résultats, on perd littéralement de l'argent. C'est comme si on avait jeté l'argent par les fenêtres. Parce que peut-être que la campagne ne va pas marcher, mais on ne sait pas encore. Mais peut-être qu'elle va fonctionner et on ne le saura jamais si on l'arrête trop tôt. Donc, c'est vraiment à ce niveau-là, je dirais, donc la quatrième erreur, c'est peut-être ça, c'est pas laisser tourner assez longtemps. Et l'extension de ça, c'est pas de se dire, bon, bah, je vais attendre 15 jours pour attendre 15 jours, mais c'est de vraiment avoir des outils et savoir quoi regarder pour calculer quand est-ce qu'on peut raisonnablement arrêter une campagne ou une pub ou un adset en étant sûr que la confiance statistique, donc là je parle, c'est mathématique, quand la confiance statistique est vraiment là, qu'on peut se dire avec 95% de certitude, parce que généralement ces outils-là, ils se basent sur une certitude à 95%, donc ce qui est largement acceptable, et, on sait à 95% donc qu'on peut arrêter la pub dans ces cas-là. Donc ça, c'est une erreur, même que je vois chez beaucoup de personnes assez avancées, ou même des fois, je l'ai faite, hein, où on arrête les pubs un peu trop vite parce qu'on flippe un peu. Alors bon, après, on peut utiliser un peu son feeling,
Mais dans ce domaine-là, dans tout ce qui est trafic payant, le feeling, c'est un peu dangereux. Et vraiment, c'est la grosse erreur que je vois, arrêter les campagnes trop vite. Voilà, donc ça fait 4. Après, je sais pas, peut-être que tu en vois aussi de ton côté. Je pense que déjà, enfin, moi, je vois vraiment ces 4 erreurs et j'ai envie qu'on revienne ensemble sur le trekking et le temps de durée, en fait. Parce que clairement, moi, c'est vraiment les erreurs que je vois le plus Ouais, fréquemment également. Sur le temps, justement, de tes tests, tu dis qu'il faut pas les arrêter trop tôt. Est-ce que toi, il y a vraiment un nombre de jours que tu dis c'est minimum, vous ne touchez entre guillemets à rien et vous laissez tourner? Je sais ouais, que très franchement, moi, j'entends beaucoup de choses. En ce moment, je suis en train de m'améliorer encore avec un marketeur américain qui, lui, préconise au minimum 4 jours. On entend d'autres qui préconisent minimum 14 jours. Est-ce que toi, tu préconises un certain nombre de jours? Et si oui, à partir de quand tu te dis, bon, là, je sais pas, imaginons, ça fait 4 jours, comme disent certains. OK, j'ai validé ce test-là. Donc, qu'est-ce que je fais finalement ensuite? Il y a ça aussi, ce côté-là. J'ai validé mon test, ça fonctionne. C'est quoi la suite? Toi, qu'est-ce que tu préconises? Donc, 2 questions. Est-ce qu'il y a un minimum de temps? Et une fois que le test est validé, qu'est-ce que tu préconises par la suite? ouais. Alors, c'est vrai que je suis d'accord avec toi. On le sait bien tous les deux, on entend un tout et son contraire dans ce domaine-là. Effectivement, ça va de 2 jours à 14 jours. Alors, moi, ce que je fais, c'est que généralement, j'ai un minimum syndical, on va dire, de 2 jours. Voilà. 2 jours, c'est le minimum syndical. C'est-à-dire qu'au-dessous, c'est même pas la peine d'arrêter la pub, sauf s'il y a un problème. On est d'accord, hein, s'il y a un problème technique, tu t'es trompé de lien. Évidemment, hein, on ne le précise pas parce que c'est évident, mais sinon, vraiment, si tout fonctionne, 2 jours, je pense que c'est le minimum. Mais c'est vrai que dans l'absolu, comme je viens de l'expliquer, ça ne veut pas dire grand-chose. Parce qu'il faudrait regarder plutôt le nombre de clics qu'on a eu. Si par exemple on tombe d'une pub Facebook vers une landing page, donc vers une page d'atterrissage, comme c'est le cas le plus fréquent, il faudrait regarder au moins un nombre minimum de visiteurs, donc de clics uniques, pour se dire, OK, est-ce que le nombre de visiteurs et les performances, si je les rentre dans le petit outil qui me calcule la statistique, me dit, OK, là, tu as 95% de chances que le truc renverse pas la tendance. Tu vois, si par exemple, j'en sais rien, tu envoies 1000 clics sur une offre et que tu as un taux de conversion de 1%, admettons que c'est une opt-in, bon, bah, il y a très peu de chances et c'est quasiment impossible qu'elle rattrape, qu'elle monte à 30% dans les quelques visiteurs qui vont venir. Tu vois ce que je veux dire, hein. Donc, on sait statistiquement que c'est pas possible. Donc, on va arrêter la campagne. Et c'est vrai que je vais avoir le minimum syndical pour répondre à ta première question qui va être les 2 jours. Voilà. Mais c'est vraiment, on va dire, une base. Et après, là où ça devient un petit peu plus fin et plus compliqué, c'est pour ça qu'il n'y a jamais de réponse vraiment définie par rapport à ça, c'est que je vais regarder d'autres indicateurs. Je vais regarder le CTR. Moi, je vais beaucoup regarder le CTR. Donc, le CTR, on rappelle, c'est le click-through rate. Donc, désolé pour l'accent, mais c'est le ratio entre le nombre de gens qui voient votre publicité et ceux qui cliquent dessus. Donc, si on parle du link click, hein, enfin, du clic vers le lien qui sort de Facebook, hein. Du coup, je vais regarder d'abord le CTR parce que ça, c'est un bon indicateur comme quoi l'audience et la pub matchent bien, qu'il y a une bonne corrélation entre les deux. S'il est catastrophique, tu vois, au bout de 2 jours, bon, il y a un problème. Je vais peut-être plus me baser sur ça. Je ne vais même pas regarder les autres statistiques après. S'il est correct, ce qui est souvent le cas quand même, parce qu'après, comme on a un peu l'habitude d'écrire les textes et tout ça, c'est rare qu'on ait quand même un CTR catastrophique. Donc, si là, c'est correct, on va plutôt regarder ce qui se passe après. Donc, typiquement, ça va être si on envoie sur une squeeze page, le taux d'inscription, etc. Maintenant, je suis un peu plus fin dans tout ça. Je vais aussi regarder le temps passé sur la page. Donc là, j'utilise Google Tag Manager et Analytics pour faire ça. Et ça va me permettre de dire, OK, la personne est restée tant de temps sur la page. Et du coup, ça donne une notion plus valide de l'intérêt de la pub sans non plus attendre la vente qui peut être beaucoup plus longue à arriver. Donc, je vais regarder ça. Et du coup, après, c'est vrai que je vais préférer attendre, mettre un budget moindre, mais attendre une semaine si je peux. C'est vrai qu'une semaine, en fait, une semaine, je pense que c'est le temps un peu, c'est ce qui ressort le plus souvent. Parce que déjà Facebook il base tout là-dessus. Si on regarde bien, il y a beaucoup de choses qui sont basées sur une semaine. J'ai vu beaucoup de marketeurs aussi travailler là-dessus. Et moi, dans mes tests personnels, c'est vrai que
une semaine, c'est un bon taux, quoi. C'est une bonne période parce que bon, c'est idiot, mais déjà, il y a tous les jours de la semaine qui passent. Donc ça peut paraître idiot, mais c'est pas idiot parce que bah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, c'était des jours différents et donc il peut se passer plein de choses. Par exemple, si votre offre elle convertit plus le week-end, vous la démarrez un lundi, que vous attendez 3 jours, bah, vous le saurez jamais. Alors qu'en attendant une semaine, on est sûr de passer tous les jours de la semaine, hein, par définition. Donc c'est pour ça aussi que je tendrais plus à dire une semaine. Et après, même si c'est un budget moindre, donc là maintenant, ce que je fais souvent, c'est je vais mettre un budget moindre, genre 5 euros par jour, si je veux faire un petit test, un nouveau test que je suis pas trop sûr, mais je vais laisser une semaine complète. Donc ça va faire 35 euros. Plutôt qu'à une certaine époque, je faisais 20 euros par jour pendant 3 jours, tu vois. Du coup, là, le test est moins cher finalement et il est plus réaliste parce que ça laisse tous les jours de la semaine passer, ça laisse le temps à l'algo quand même de travailler, hein, alors même s'il a moins de budget évidemment, mais ça lui laisse quand même le temps de travailler, de passer tous les jours de la semaine. Et comme ça, c'est un bon compromis si on a le budget suffisant pour attendre une semaine. Voilà. Ok, Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes tes ouais, si, questions. si, si, complètement. Et justement, enfin, ce qui est intéressant, c'est de continuer là-dessus. Une fois qu'on a franchi cette étape-là, enfin, je suis complètement d'accord sur le. Moi, je laisse toujours en général au minimum 7 jours également. Mhm. Là encore, où on entend beaucoup de choses. Je trouve que l'algorithme sur Facebook, enfin, comme tout algorithme, est énormément sujet à débat, mais particulièrement celui-ci. Euh, Comment faire finalement? Enfin, toi, qu'est-ce que tu fais une fois que tu as validé tes tests? Donc, tu sais que tel angle marche bien, telle image marche bien, telle audience marche bien. Qu'est-ce que tu vas faire? On en parlait, je me souviens, ensemble quand on était à Malte. On disait ce qui est le plus difficile finalement sur Facebook, c'est de scaler son business, c'est de se dire, bah, Ouais. j'ai validé cette hypothèse-là. Je sais que cet angle, cette image-là marche bien, cet ad set marche bien. Qu'est-ce que tu fais toi derrière pour te dire, bah voilà, j'ai pas envie de rester à mon budget de 5 euros. Quelle est l'action suivante finalement que tu préconises pour, bah, mon hypothèse est validée, je sais que mon tunnel marche bien. Qu'est-ce que je fais maintenant pour augmenter mes budgets, augmenter donc mon nombre de leads, mon nombre de ventes, etc. Ouais. Alors c'est vrai que dans le scaling, c'est tout un sujet, hein, donc c'est pour ça que j'en parle aussi d'ailleurs dans la formation, parce que c'est un gros morceau. Donc je peux pas rentrer dans les détails, tous les détails techniques, parce que bon, ce serait un peu long. Mais grosso modo, là, il y a deux stratégies que j'ai retenues. C'est une stratégie qui est assez ancienne, mais qui fonctionne toujours. C'est d'augmenter le budget par petits pas, mais et d'attendre 3 jours entre chaque augmentation. Donc, typiquement, c'est entre 10 et 30% tous les 3 jours. Voilà, tous les 2, 3 jours. Donc, ça, je sais que c'est une ancienne technique, mais elle fonctionne encore bien. Je l'ai vu dans tout ce que je lis, tout ce que j'écoute, et je l'ai testé moi-même. Donc, je sais que ça fonctionne encore bien. L'intérêt de cette technique-là, c'est qu'elle est assez safe, qu'elle est assez sécurisante. Donc, c'est pas mal. Après, il y a une autre technique qui est de dupliquer effectivement les assets qui fonctionnent bien avec des budgets plus élevés dès le départ et de voir ce que ça donne. Toujours pareil sur 2, 3 jours minimum, ça revient, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Le truc en fait qui se passe aussi quand on duplique comme ça et qu'on met un budget plus élevé, c'est que, alors ce que j'ai remarqué, ce que j'ai vu souvent, c'est d'en créer plusieurs, de faire plusieurs copies, plusieurs duplications des adsets. Parce que c'est vrai que, bon, comme c'est un algorithme, euh, il va se baser sur certains échantillons de données pour faire son optimisation. Donc, qui dit échantillon, s'il est tombé, on va dire, sur un mauvais échantillon avec l'offset 1, peut-être que si vous en faites un deuxième, il va tomber sur un meilleur échantillon. Donc, c'est pour ça que l'algorithme Facebook, c'est puissant, mais ça reste quand même hasardeux d'un point de vue utilisateur, dans le sens où on va dire, bah, je ne comprends pas, c'est pas très cohérent finalement, un coup ça marche, un coup ça marche pas. Mais en fait, c'est cohérent dans le sens où, comme il y a un volume de données absolument gigantesque, il faut qu'il y ait un échantillon de données qui soit bien. Donc finalement, quand tu comprends ça, tu utilises mieux l'algorithme à ton avantage et ça n'empêche rien en fait que l'algorithme est quand même très puissant et fonctionne très bien. C'est juste que d'un point de vue advertiser, donc comme nous, ça peut être un peu, on va dire, ouais, c'est un peu chaotique, c'est un peu au petit bonheur la chance. Donc c'est l'image que ça donne, mais c'est pas ça. Et du coup, j'ai remarqué que ces techniques de dupliquer l'adset avec un budget plus élevé, et le faire plusieurs fois pour avoir plusieurs échantillons, ça peut fonctionner. C'est d'ailleurs deux techniques qu'on peut combiner, hein. On peut faire les deux en même temps même.
pour voir un peu ce que ça donne. Et à la rigueur, je dirais, il faut un peu tester comme ça, voir ce que ça donne. Par contre, quand on fait ça, il faut monitorer là un peu plus souvent. Donc, typiquement, si vous dupliquez l'adset avec un budget plus élevé, là, il faut regarder dans les 2 jours, dans les 1 ou 2 jours, voir ce que ça donne et arrêter directement les adsets qui fonctionnent moins bien. Parce que là, sinon, ça peut vite vous coûter puisque vous avez dupliqué, vous avez mis des adsets plus élevés. Mais du coup, il ne faut pas hésiter à les couper plus rapidement dans ce cadre-là. Alors qu'avec la première stratégie, c'est plus long. Donc, c'est le seul inconvénient, mais c'est plus safe. La deuxième, c'est plus rapide. Mais par contre, il faut plus monitorer de près parce que ça peut vite griller le budget. Et bien sûr, il faut faire ça avec des audiences assez grosses. Sinon, ça n'a pas de sens. Si c'est des audiences trop faibles, il n'aura pas assez de données pour justement trouver les bons utilisateurs et pour scaler comme on en a envie. Qu'est-ce que tu entends, toi, par audience trop faible, finalement? Là encore, c'est pareil, on entend tout un tas de sujets. Pour toi, c'est quoi une audience qui va être trop faible? Sachant qu'on sait quand on y génère des lookalikes, à chaque fois, c'est 300, 350 000. Est-ce que ça, c'est une audience trop faible pour toi ou tu vises des audiences encore plus larges? Là, d'après tous les trucs que je recoupe, parce que moi j'aime bien fonctionner comme ça, je recoupe les informations et après je fais mes tests et puis je vois si ça confirme ou pas ce que j'ai recoupé comme information. Et du coup, là, je vois c'est minimum 2 millions, 2 à 5 millions, apparemment c'est un minimum. Et finalement, ça ne m'étonne pas trop parce qu'il faut quand même qu'il y ait énormément de données pour que l'algorithme il puisse fonctionner, il puisse avoir ce qu'il faut comme personne, quoi. Si tu prends une audience de 2 millions, tu te dis que tu as 10% des gens qui sont à peu près intéressés par ton offre, ce qui est déjà énorme, ça fait que 200 000 quelque part. Donc, tu vois qu'il faut bien sûr, faut qu'ils voient ta pub, faut que tu gagnes l'enchère, qu'ils voient ta pub, faut qu'ils arrivent chez toi, faut qu'ils s'inscrivent. Donc, finalement, c'est pas si énorme que ça. Donc là, je pense que de plus en plus, je vais aller vers des audiences plutôt à 2 millions et plus, quoi. Je trouve ça hyper intéressant parce qu'on entend à l'inverse des fois des personnes qui vont nous dire ne ciblez pas trop large finalement parce que vous allez cibler des personnes qui ne correspondent pas du tout à votre cible, ce qui pourrait paraître logique, surtout si on est sur des marchés de niche. Donc toi, finalement, tu recommandes beaucoup plus de, entre guillemets, et c'est dernièrement ce que j'ai entendu, pour pas le citer, dans les dernières formations de Sam Owens, qui explique justement que l'idée, c'est que l'algorithme fait, quoi qu'on en dise, 90% du boulot et que nous, c'est juste 10% en fait à aller monitorer et à aller donner à l'algorithme d'aller chercher les bonnes personnes. Donc, tu recommandes beaucoup plus, même si on est avec un budget de 20 euros par jour, de lui mettre des audiences de 2 millions, voire plus. Et c'est lui après qui va chercher les bonnes personnes finalement. Ouais, alors là, moi, je suis de plus en plus. Alors, effectivement, ça, je le sais de source sûre que l'adset, enfin, l'optimisation se fait au niveau de l'adset, ça c'est clair et net, et effectivement à 90% au niveau de l'adset. Tout le reste, c'est un peu au niveau de la pub et c'est un peu au niveau du compte. L'historique du compte compte beaucoup aussi. Mais c'est au niveau de l'adset que ça se passe. Donc là, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et après, oui, je suis de plus en plus aller vers des grosses audiences, lui donner du budget, mais lui donner le temps aussi. Parce que lui donner des grosses audiences, mais avec un budget relativement faible, ça voudra dire qu'il faudra plus de temps pour qu'il fasse son boulot. Donc, il faut avoir ça en tête aussi. Tu vois, il faut être cohérent. Tu peux pas dire je vais cibler 5 millions de personnes, je vais mettre 1 euro par jour et j'espère qu'en une semaine, il va me trouver 1000 clients, quoi. Non, c'est pas possible. Il faut qu'il y ait une balance entre le budget et l'audience. Et effectivement, je suis de plus en plus vers cette optique-là parce qu'en fait, il y en a deux. C'est soit on se dit, on cible large et on donne ce qu'il faut à Facebook, par exemple, c'est-à-dire un tunnel qui convertit et du budget. Et il fait l'optimisation, c'est une façon. Et sinon, l'autre école, qui peut être bien aussi, c'est d'avoir des audiences plus réduites, avec un budget donc plus faible forcément, mais moins de temps. Mais par contre, elle va se griller plus vite, puisqu'on va vite la bouffer. Donc les deux fonctionnent en fait. C'est pas une ou l'autre, c'est les deux qui fonctionnent. Après, peut-être qu'un débutant, il va se dire, bon, bah, moi je débute, peut-être que je vais cibler 50 000, 100 000 personnes. Je vais être très, très ciblé, très fin, parce que je vais faire du layering, c'est-à-dire quand on met des couches de ciblage, machin, donc on réduit l'audience. Je vais être très fin, par contre, je vais lui mettre 5 euros par jour, je vais essayer de tourner une semaine, je vais vraiment trouver mes clients idéaux. Ça peut fonctionner. Donc, en fait, l'un n'empêche pas l'autre, tu vois. C'est pas qu'il y en a une qui marche mieux que l'autre. Maintenant, c'est une question de budget, c'est une question de tolérance du risque, parce que dans le media buying, il y a une notion dont on parle jamais, mais qui est la tolérance du risque. C'est-à-dire combien on est prêt à mettre sur la table pour acheter des données. C'est pas les perdre, hein, mais c'est pour acheter des données.
Donc ça, faut le savoir. Hein. Faut dire, bah, moi, je suis prêt à mettre tant ou pas. Et en fonction de ça, on va se dire bah, quelle stratégie est la mieux et comment je m'y prends pour quelle stratégie me correspond le plus, quoi. C'est vrai que moi, je suis de plus en plus vers cette stratégie. On cible large et on laisse l'algo travailler. Voilà, et on passe moins de temps à optimiser les campagnes. Ça me convient de plus en plus de fonctionner comme ça. Maintenant, être très ciblé avec un budget plus simple, plus bas et moins de temps, ça peut fonctionner aussi si on démarre. Et si juste une dernière question qui me revient souvent et où beaucoup de personnes, je trouve, se posent des questions là-dessus, c'est qu'on a parlé du coup comment justement fonctionner, enfin ce qu'on peut recommander, différentes méthodes que tu disais, les deux méthodes différentes que tu disais pour se mettre l'algorithme entre guillemets dans sa poche de son côté. À l'inverse, qu'est-ce qui pour toi perturbe l'algorithme? Quand on est dans son optimisation, où on sent que les 4-5 premiers jours ça marche bien et de temps en temps, des fois d'un coup, bah, notre ad set ne fonctionne plus du tout. Quelles sont les choses à ne pas faire pour perturber son algorithme? Beaucoup disent qu'il ne faudrait quasiment pas toucher finalement à l'adset. D'autres qui disent que ça a une influence, les publicités, quand on les modifie sur notre adset. Toi, c'est quoi ton avis là-dessus? Qu'est-ce qui perturbe dans les grandes lignes finalement l'algorithme? Bah, en fait, ce qui est clair et net, c'est que quand on a un ad set, donc on est bien d'accord, hein, on parle de l'ensemble de Ouais. publicités qui fonctionne bien, à part bouger le budget et le bid, quoi, et l'enchère, si on est en manuel, tout ça, il faut rien toucher. C'est vraiment un truc un ad set qui fonctionne bien, je ne le touche pas si ce n'est éventuellement l'enchère et ou le budget. Donc, comme on disait, hein, sur l'augmente, par exemple, ce genre de truc. Donc, ça, c'est clair et net parce que dès qu'on fait une modification, on repart quasiment à zéro au niveau de l'optimisation. Hein. Comme on disait, c'était 90% qui est fait au niveau de l'adset. On repart quasiment à zéro, peut-être même à zéro d'ailleurs, je pense. Je dis je pense parce qu'il n'y a que les ingénieurs chez Facebook qui le savent, hein, et encore, mais ça doit être tellement tu sais, cloisonné. Mais ce qui est clair et net, c'est ça, c'est dès qu'on fait une modif, ça repart à zéro, donc on ne touche pas un adset qui fonctionne bien, à part éventuellement le budget. Ce qui fait que ça chute souvent, c'est simplement l'audience qui arrive à son terme, quoi. Donc ça, c'est un peu inévitable. C'est aussi la ad frequency, donc la ad fatigue, quoi. Il y a la même pub qui est vue trop souvent par la même personne. Et alors, sur le truc de dupliquer les ads, je pense que ça pose pas de problème. Au contraire, si vous avez un ad set qui périclite, je pense que le premier truc à faire, c'est soit dupliquer simplement les ads, parce que ça marche aussi, hein, ce truc de dupliquer plusieurs fois les publicités elles-mêmes. Soit changer quelque chose dans les pubs, donc typiquement l'image et ou le texte. C'est avec l'image où on aura plus d'effet de levier. Et si ça fonctionne pas, bon, ben, on peut dupliquer l'adset comme on le disait tout à l'heure, donc exactement le même pour essayer de tomber sur un autre échantillon et voir si il revit. Si c'est le cas, donc ça rejoint la stratégie numéro 2 que j'ai évoquée tout à l'heure. Si c'est le cas, bon, ben, on kill le premier adset, celui qui a perdu en vitalité, et on garde le nouveau. Et si vraiment ça marche pas, bon, ben, c'est peut-être typiquement que l'audience elle est un petit peu arrivée à son terme. Okay. Donc finalement, on peut un peu rattraper comme ça les ads et les adsets assez facilement en faisant jouer l'algo pour nous et ça fonctionne bien. Ouais, je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis parce que on en revient toujours finalement au même. C'est le côté se dire que l'algorithme, dans tous les cas, va faire 90% de votre réussite Ouais, ça, c'est clair et et que net. c'est à vous d'être patient. Je me souviens quand on était ensemble, je te faisais un peu le comparatif. Je trouvais c'est un peu comme la bourse finalement sur Facebook des fois, ce côté résister entre guillemets à la pression où des fois, bah oui, ça peut chuter, mais c'est pas pour autant qu'il faut tout changer du jour au lendemain, alors que finalement ça fonctionnait avant. J'avais une dernière question. En tout cas, merci beaucoup pour tout ce partage de forte valeur ajoutée sur la publicité sur Facebook. Une dernière question pour terminer qui n'a strictement rien à voir justement avec la publicité sur Facebook, mais qui me revient souvent. Moi, j'ai été concerné par ça. Est-ce que tu aurais des tips, des conseils pour les personnes qui travaillent tout seuls? On est beaucoup d'infopreneurs, de web entrepreneurs à bosser tout seul de chez nous, à travailler, à être un peu des fois la tête dans le guidon. Toi, je sais que c'est également ton cas de chez toi à Malte. Est-ce que tu as des conseils, toi, pour que tu le vis très bien? Est-ce que tu as des petits conseils, justement, comment gérer finalement cette solitude, entre guillemets, en tant que web entrepreneur, en tant qu'infopreneur? Bah écoute, alors moi j'ai pas trop de problème avec ça, très honnêtement. Bon, moi je suis en couple hein, aussi, donc des fois ma femme, on va dire, m'oblige à quitter l'ordinateur et à faire des trucs extérieurs, ce qui est pas plus mal parce que c'est vrai que sinon, on en avait discuté d'ailleurs. Moi je serais un peu du genre à rester sur la machine
12 heures, 14 heures, ça ne me dérange pas. En fait, moi, je fais de l'informatique depuis que j'ai 9 ans, donc je suis habitué aux ordinateurs, je suis habitué à ça, je suis là-dedans. Donc, ça ne me dérange pas. Donc, je le vis assez bien, mais ça peut être à double tranchant parce qu'effectivement, je peux passer trop de temps. En fait, si j'étais célibataire, je resterais toute la journée sur l'ordinateur, ça ne me dérangerait absolument pas. Donc, effectivement, il faut y penser, il faut penser à la santé, il faut bouger, il faut aller se balader, il faut prendre l'air, il faut faire autre chose. Du coup, si tu veux, pour ta question, j'ai pas vraiment je le vis bien, peut-être trop bien. Donc, justement, je dois prendre des mesures pour pas trop rester sur l'ordinateur parce que ça me dérange pas. Je sais qu'il y a des gens, ils disent, bah, je crois que c'est ton cas, hein. Au bout d'un moment, toi, tu as besoin de prendre de l'extérieur, de sortir, d'arrêter. Moi, non, moi, je peux rester. En fait, si mon corps me le permettait, maintenant, c'est un peu plus difficile, mais si la vitalité, le corps me le permettait, je pourrais rester 8 heures devant la machine, ça ne me dérangerait absolument pas, quoi. Okay. Donc, du coup, j'ai les fait faire. Il faut que je fasse attention de ne pas faire ça, justement. Et moi, je me souviens quand j'étais ado, une fois, j'avais dû mettre sur l'ordi, genre, je sais pas, après manger, tu vois, vers 7h, 8h. J'avais fait une nuit blanche jusqu'à 7h du matin le lendemain et j'étais resté, t'as qu'à voir, 12, 14 heures toute la nuit parce que c'était au début d'Internet, tout ça. Je venais d'installer un serveur web. Donc, j'étais super excité par ce truc-là et j'étais en train de l'installer. Je faisais tous les tests et j'avais passé la nuit, toute la nuit jusqu'au lendemain sur le truc-là et j'avais les yeux encore comme ça. Je me suis couché à 7h du matin et j'étais encore comme ça, quoi. Bon. J'avais peut-être 25 ans de moins aussi. Mais... Ça a peut-être joué aussi un tout petit peu. Ça a peut-être fait la différence. Mais voilà, pour dire que ça ne me dérangeait pas, quoi. Ça me dérangeait pas. Et je trouve ça intéressant. Enfin, merci d'avoir partagé ton retour parce qu'on a vraiment ces deux côtés. Et ce qui est intéressant, c'est que tu as quand même conscience que de rester 14 heures sur l'ordinateur, mine de rien, va pas forcément non plus t'aider. Que ça soit d'un point de vue santé, mais on n'est pas là pour donner des conseils de santé. Que ça soit aussi, je pense, au bout d'un moment, il y a forcément une baisse d'attention dans ton propre business, sur ce que tu fais, etc. Oui. Non, c'est important. Par exemple, tu vois, tu dis ça, ça me fait penser à un truc. C'est vrai que souvent, justement, quand on part, qu'on se balade, alors que ce soit à pied ou en voiture, on discute beaucoup avec ma femme et c'est vrai que souvent, il nous vient des idées quand on discute, quand on se balade, quand on est en bagnole. Ça, c'est un truc qu'on adore. On est en voiture, on fait des kilomètres, on parle. Par exemple, quand on va en France, on a un peu de route et tout. Et du coup, on discute et tout. Et c'est là qu'il nous vient beaucoup d'idées. Donc, c'est important de sortir et de s'aérer pour justement rafraîchir un peu l'esprit. Ça marche. Mais écoute, merci à toi. Merci pour ce partage, Greg. Si tu peux juste nous dire, pour terminer cette interview, où est-ce qu'on peut te retrouver, quels sont les prochains projets, la formation, si tu veux en parler pendant 2 mots de la dernière grosse formation que tu as sortie. Et je te laisse conclure là-dessus. D'accord. On peut me retrouver donc, sur atelierwebmarketing.com. Donc voilà, je sais pas si tu pourras mettre le lien quelque part à atelierwebmarketing.com, sans tirer, hein. Et dessus, il y aura mes formations. Alors, j'ai 2 formations principales. Là, j'ai Facebook Success et entonnoir de vente. Donc, entonnoir de vente, c'est plus stratégique. Donc, pour les personnes un peu plus avancées, c'est pour mettre justement en place un entonnoir de vente. Alors, côté Facebook, hein, c'est pas un tunnel de vente qu'on met style avec ClickFunnels, ce genre de choses. C'est un entonnoir de vente qu'on crée avec Facebook pour s'adresser justement au trafic froid et après faire uniquement du reciblage pour inviter les gens à s'inscrire et à devenir clients. C'est vraiment le principe de l'entonnoir. Et Facebook Success, c'est ma formation pour l'instant la plus complète. Où là, je pars vraiment pour les débutants. On parle de tout. Effectivement, aussi côté positionnement et côté publicité Facebook plus technique et tout ce qui est audience, pixels et tous ces trucs-là. Donc là, c'est plus pour les débutants intermédiaires et entonnoir de vente, c'est plus pour les intermédiaires avancés. Donc, c'est les 2 formations principales que j'ai, que je vais conserver. J'ai la partie agence maintenant, même si j'en fais un petit peu moins, mais j'ai encore la partie agence où je fais des campagnes pour les autres. Et là, du coup, moi, les projets, c'est media buying à fond, optimisation des conversions, suivi, comme je le disais, et attaquer d'autres sources de trafic. Voilà. Top, ça marche. Et écoute, je mettrai les liens de tout ça dans tous les cas juste en dessous la vidéo. Encore merci à toi, Greg, et à très bientôt. Merci à toi, Ben. Salut. Et merci à tous et à très vite. Salut. Ciao, Greg.